Euh, on est même 160 quasiment. Je crois que nous battons un record aujourd'hui. Merci Fabrice Vert en tout cas. Euh, Bonjour Avant tout qu'on le monde. commence, on a discuté avec certains. Il y en a qui viennent de Corse, de Dijon, d'Alsace, de Bordeaux, de Lyon, du Cotentin. Je pense qu'il y en a de l'étranger aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IEM, on est une association qui a 110 ans, qui regroupe des médiateurs et des experts, et nous intervenons principalement en médiation judiciaire et médiation conventionnelle. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, cher Fabrice. Euh, Est-ce que j'ai besoin de vous présenter? Vous êtes magistrat, vous êtes premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, vous êtes membre de Gênes, vous êtes ambassadeur de la médiation, vous êtes membre du Conseil national de la médiation et vous êtes un fervent partisan de la médiation. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous poser quelques questions, puis d'autres questions par l'auditoire, je voudrais vous remercier. Vous remercier parce que dans une chronique que vous avez faite cet été, vous avez rappelé la mémoire de Gilles Duverger-Nédélec. Et pour nous, membres de l'IEM, c'est important puisque c'était mon prédécesseur il y a quelques années. Et lui aussi était un grand précurseur de la médiation. Le sujet de ce matin tourne autour du décret du 18 juillet 2025, modernisation, clarification, révolution, je ne sais comment appeler ce décret. En tout état de cause, nous avons choisi, Fabrice, d'évoquer certains sujets en lien avec ce décret. Dans une chronique de cet été, vous indiquiez que la nouvelle rédaction de l'article 21, qui euh, permet aux juges avec les parties de trouver le meilleur mode de résolution, était, je vous cite, devait être fait dans un esprit collaboratif avec le juge. Mais j'avoue ne pas très bien comprendre. Je suis en référé avocat, je suis quasiment toujours seul, les parties ne sont pas là. Je suis dans une procédure au fond, je suis derrière mon écran et je réponds par des messages laconiques sur RTVA. Alors, en quoi peut-il y avoir une discussion instaurée avec le magistrat pour trouver le mode de résolution le plus adapté au litige? Donc, vous me donnez la parole maintenant. Oui, allez-y. Je réponds d'abord sur cette question. Ben, je vous poserai les questions au fil de l'eau. Donc, je réponds à vos questions. Bon, d'abord, bonjour à vous tous. Je suis très honoré d'être votre invité aujourd'hui. Je me rappelle l'avoir été en 2021 lors d'une période du Covid et je l'ai revu un peu par narcissisme, il faut bien dire la vérité, mais pas uniquement. C'est que je voulais voir un peu ce que j'avais raconté la dernière fois et je vois l'évolution majeure qui s'est produite quand même depuis 2021 et à laquelle je ne croyais pas complètement. C'est-à-dire, j'appelais de mes voeux, comme beaucoup de pionniers de l'amiable, une politique publique nationale de l'amiable. Et il faut bien dire que l'événement majeur qu'il y a eu, c'est un vendredi 13 qui porte malheur ou bonheur, où un garde des Sceaux, place Vendôme, a décidé de lancer une politique publique nationale de l'amiable. Et je tiens à lui rendre hommage parce que ce n'était pas jusqu'à présent une évidence, puisqu'aucun autre garde des Sceaux ne l'avait fait. Alors, que s'est-il passé depuis? Je salue, j'ai vu qu'il y a Madame Agostini, la présidente du Conseil national de la médiation, qui assiste à ce webinaire. Il y a eu l'installation du Conseil national de la médiation, qui a été quand même un fer de lance important pour cet amiable. Il y a eu les décrets de juillet 2023 où on a créé l'ARA, l'audience de règlement amiable, qui a été un événement majeur. D'ailleurs, j'y croyais pas tellement non plus, parce que tous mes collègues se sont quand même intéressés à ce renouveau de l'office conciliatoire du juge qui avait été délaissé faute de moyens et faute de reconnaissance du rôle du juge dans l'amiable. Ce qui est toujours le cas. Le rôle du juge dans l'amiable n'est pas toujours reconnu, mais autre événement majeur du nouveau garde des Sceaux que nous avons qui continue cette politique publique, c'est une circulaire du 27 juin 2025 qui est une circulaire de politique civile. Pour la première fois, la justice civile et commerciale fait l'objet d'une circulaire de politique générale, les orientations, les priorisations, les objectifs, au lieu de se limiter, nous, nos juges civilistes ou commercialistes, à faire passer le dossier de droite à gauche sans réflexion globale sur les enjeux de cette justice, sur ses conséquences, avec un partenariat. Tout ça, il a décidé de le faire. Et il y a un volet politique
euh, de l'amiable dans cette circulaire, justement où il est demandé qu'on reconnaisse le rôle du juge dans l'amiable. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas encore le cas. Et tant qu'on n'aura pas cette reconnaissance effective, on est quand même concerné par la LOLF, par des moyens qu'on donne en fonction des objectifs. Donc, ça paraît anodin, mais ça, c'est essentiel. Tant que le rôle du juge de l'amiable ne sera pas reconnu, eh bien, ça se développera à la marge. On attend également l'outil statistique qu'on réclame depuis des années, qui n'est toujours pas là, mais l'inspection actuellement est sur le sujet, donc j'espère qu'on aura enfin cet outil statistique pour reconnaître. Je réponds comme ça à votre question parce qu'en réalité, effectivement, ce principe de coopération, de proportionnalité procédurale, dont certains se sont assez moqués, d'ailleurs, même des professeurs agrégés de droit il n'y a pas très longtemps, mais enfin, maintenant, c'est reconnu dans le Code. Article 21 qui modifie tout ça et qui reconnaît donc comme mission au juge de discuter avec les avocats et les parties pour déterminer quel est le mode le plus adapté à la résolution du litige. Alors évidemment, il faut trouver le temps pour faire cette réunion. Et pour l'instant, je suis complètement de votre avis, tant qu'on aura cette masse de dossiers, c'est 1,9 million de décisions qu'on rend par année en matière civile et commerciale, ça va être compliqué. Donc, comment faire par le RPVA, qui est quand même pas très pratique, il faut bien le reconnaître. Moi, j'aimerais beaucoup, quand je fais mes audiences de mise en état, pouvoir appuyer sur un bouton pour dire, ah ben, tel jour, on se réunit tous en visio pour discuter du dossier, éventuellement avec vos clients, pour savoir ce qu'il en est et si on oriente le dossier ou pas vers la voie amiable. Donc, il va y avoir tout ce côté pratique à mettre en œuvre, mais qui peut se construire. Et là, il faut absolument développer un partenariat dans les juridictions, c'est-à-dire qu'il faut décliner, et c'est ce qui va se faire, notamment à Paris. Je pense que le président organisera, il y a maintenant des conseils locaux qui vont être de juridictions qui vont être consacrés à la politique civile. Et là, il faudra réunir tous les partenaires, avocats, associations de médiateurs, conciliateurs de justice, pour magistrats, pour évoquer cette politique locale d'amiable et la décliner pour qu'elle ne se contente pas d'être uniquement un décret. Donc voilà, moi je compte, mais effectivement, il va falloir lui donner corps à ce principe. C'est comme pour l'instruction conventionnelle qui est maintenant instaurée dans ce décret, il faudra lui donner corps. Alors je voudrais quand même, cet été, qui a été quand même l'été de la procédure civile, il faut bien reconnaître, et l'été de l'amiable, parce qu'il y a eu plusieurs décrets. D'abord, cette circulaire 27 juin, donc l'été commençant le 21 juin, en fait partie, cette circulaire que j'attendais avec impatience, qui reconnaît quand même à la justice civile tout le rôle majeur qu'elle a dans une société, et à la justice commerciale, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent, puisqu'on est quand même la variable d'ajustement, les juges qu'on vient chercher pour boucher les trous en correctionnel quand on en a besoin. Donc, il n'y a pas une vision globale de notre action. Donc, ça va sûrement changer, j'espère. Ensuite, le décret du 8 juillet 2025 dit Magicobus de simplification et de modernisation de la procédure civile, qui concerne quand même l'amiable, parce qu'il y a une mesure à laquelle j'étais très attaché et je suis très content d'avoir eu ce décret cet été, c'est que désormais, en mesure d'instruction in futurum pour les expertises immobilières, donc ça concerne notre sujet aujourd'hui, enfin, toutes les expertises concernant l'immeuble, ce sera le tribunal du lieu de situation de l'immeuble qui sera seul compétent. Ça, c'est très important pour l'amiable aussi. Parce que si vous voulez organiser dans ce genre d'affaires une audience de règlement amiable, comme on en fait de plus en plus, je viens d'en faire une, par exemple, en vente future, en l'état futur d'achèvement. Si toutes les parties sont à Nice, Saint-Tropez, bon, je veux bien y aller, ça me fera des vacances, mais en général, je n'ai pas le temps. Donc, c'est quand même aussi une mesure qui concerne la proximité du juge avec les justiciables et pour justement aussi essayer de trouver dans ces contentieux-là un accord amiable. Et on viendra à notre sujet plus tard, puisque c'est expertise amiable qui sont vraiment deux sujets complémentaires. Comme il y a eu un colloque, ce n'est pas un duel, c'est un duo. Donc ce décret est très important en ce sens. Ensuite, évidemment, le décret du 18 juillet dont on va parler, qui apporte de nombreuses modifications, qui pose beaucoup de questions, qui résout des problèmes, mais il y a certaines comment dire, dispositions qui suscitent déjà beaucoup de débats. On voit bien dans tous sur LinkedIn ou autres réseaux sociaux, toutes les questions que certains se posent. Et puis un autre décret, celui du 5 août 2025, qui oblige pour tout ce qui est contentieux aérien, retard, annulation des vols, de passer obligatoirement devant un médiateur de la consommation
à peine d'irrecevabilité de la demande en justice. Et ce n'est pas non plus anodin, parce que je pense que si l'amiable ne se développe pas de manière importante, parce que pour l'instant, c'est encore à la marge, hein. On ne peut pas dire que c'est, quand certains voient de l'amiable partout, non, non, l'amiable est encore loin d'être partout, vu le nombre de décisions qu'on rend. Eh bien, il y aura peut-être une tentation, comme ça a été le cas en Italie ou en Espagne, hein, depuis avril 2025, de rendre la médiation préalable obligatoire en matière civile et commerciale. Alors, je ne suis pas tout à fait sur cette longueur d'onde, mais enfin, on voit de plus en plus, alors certes, la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale est arrêtée depuis janvier 2025, qui était expérimentale, bon, pour des raisons essentiellement budgétaires, mais qui sera peut-être relancée puisque maintenant, on a des outils qui la rendront, à mon avis, plus efficace. Donc voilà, un été très riche, très prometteur. C'est le début d'une politique nationale de l'amiable, mais ce n'est pas la fin. Donc on a encore à la construire tous ensemble et dans le cadre d'un partenariat pour voir ce qui est le plus efficace au bénéfice de qui bah, évidemment, du justiciable. C'est lui, in fine, qui est notre préoccupation. Fabrice, vous avez évoqué les sujets qui font débat. Il y en a peut-être un qui fait débat, c'est cette sanction, cette amende civile de 10 000 euros maximum qui est prévue aujourd'hui dans le cas de justiciables qui refuseraient d'aller rencontrer un médiateur. Alors, il n'y a pas quelque chose d'antinomique. La médiation, c'est une démarche volontaire, et finalement, si j'y vais pas, je suis sanctionné. Première question, et question subsidiaire, comment le juge va faire pour fixer le montant de cette amende? Et j'ai envie de dire, question subsidiaire pour nous, médiateurs, le débat qui existait avant sur est-ce que je dois, pardonnez-moi l'expression, mais balancer la partie qui n'a pas déféré, devient obligatoire aujourd'hui. Et ça pose peut-être un cas de conscience. Très bien. Alors, pour moi, c'est la mesure phare de ce décret, une excellente mesure que je pense certains vont même peut-être attaquer. Enfin, à mon avis, c'est ceux qui connaissent pas trop le sujet ou qui disent par devant qu'ils sont pour et puis par derrière, pas spécialement. C'est un peu ce qu'on appelle parfois l'hypocrisie organisationnelle, que j'ai bien connue, hein. Vive la médiation, vive la conciliation, et puis en pratique, on fait tout pour qu'elle se développe pas. En tout cas, on fait rien pour qu'elle se développe. Euh, alors, après, chacun peut avoir évidemment son opinion, être défavorable ou favorable. Ça, c'est la démocratie et j'y tiens encore. Alors, pourquoi, à mon avis, c'est une excellente mesure? Justement, je viens de parler de la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale. Donc, une expérimentation qui avait commencé à partir de 2016 et qui avait concerné, je crois, 11 juridictions. Il y a une étude de sociologues, en tout cas de chercheurs très intéressante sur cette expérimentation qui s'est arrêtée. Certains disaient ça marche pas et d'autres ça marche. De quoi s'est-on aperçu? C'est qu'évidemment ça ne marchait pas parce que dans 2 cas sur 3, donc c'est une étude qui a concerné quelques juridictions, eh ben, une des deux parties ne venait pas à la réunion, à la séance de médiation. Ben, évidemment que ça ne marche pas s'ils ne viennent pas. Donc, par contre, dans les dossiers où toutes les parties étaient présentes, il y avait 40% d'accords partiels ou totaux. Eh bien, moi, je considère que 40% d'accords partiels ou totaux, eh bien, c'est une réussite. Autre exemple, en matière de ce qu'on appelle dite double convocation. Par exemple, ce qui se passe aux chambres sociales de la Cour d'appel de Paris, quand j'y étais. Je parle de ce que je connais. On considérait qu'effectivement, que proposer la médiation à la cour d'appel, aux chambres sociales, 2 ans après, au moment de l'audience, que c'était un peu tard. C'est sur, comment elle s'appelait, l'ancienne bâtonnière, que j'aime beaucoup, Marie-Aimée Perron, qui disait ceci, on nous présente au dernier moment la médiation. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le temps mort de la procédure? Mais c'est ce qu'on avait tenté de faire. C'est-à-dire qu'on avait invité les parties à rencontrer un médiateur bien avant. Eh bien, il y en a 1 sur 2 qui ne venait pas parce qu'il n'y a pas de sanction. On n'est pas en Angleterre. En Angleterre, on ne vient pas à une invitation d'un juge, on va en prison. En tout cas, c'est un contempt of court. Donc, effectivement, cette double convocation ou cette utilisation du temps de la procédure qui permet en réalité aux justiciables de gagner du temps est beaucoup plus efficace. Alors, dans certains cas, ça peut être à l'audience. Le moment de proposer la médiation ou la conciliation, à mon avis, ça dépend des dossiers, il y en a parfois. Mais enfin, utiliser le temps mort de la procédure, la période de renvoi. Donc, du coup, cette amende civile permettra justement
d'utiliser tout ce temps mort de la procédure pour l'utiliser dans un cadre amiable. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on n'a pas entendu cet été sur les réseaux sociaux? C'est pour ça que j'ai fait un peu de médias, entre guillemets, pour ceux que ça intéresse. Heureusement, il y a quelques journalistes quand même qui s'intéressent au sujet de fond et pas uniquement aux faits divers. Donc, on impose la médiation payante obligatoire préalable à la saisine du juge. Mais non, on n'impose pas la médiation payante. C'est quoi? C'est une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice, qui est un auxiliaire de justice bénévole, il ne faut pas l'oublier. Et cette rencontre, elle est, comment dire, cette information est donnée gratuitement par le médiateur. Alors, je trouvais ça fort de café, puisque les médiateurs qui gratuitement, comment dire, se consacrent à cette information étaient un petit peu mis au pilori pour dire qu'ils profitaient de cette nouvelle médiation payante obligatoire. Non. Donc, c'est une information délivrée gratuitement. Alors, à mon avis, pour qu'elle soit efficace, il faut évidemment qu'elle soit faite par rapport au dossier. C'est-à-dire que dans l'amiable, ce n'est pas une information, à mon avis, une information générale, c'est merveilleux la médiation, la conciliation, moi, je n'y crois pas du tout. Par contre, est-ce que dans votre dossier, à vous, la médiation ou la conciliation peut correspondre à vos intérêts et à vos besoins? Donc là, je pense que cette information, on voit bien qu'est-ce qui a permis de faire décoller la médiation, moi qui m'y colle, entre guillemets, depuis des années. La grande mesure après la loi de 95, ça a été l'injonction de rencontrer un médiateur. Et on a bien vu que la réforme, qui m'a permis quand même, moi, de développer l'amiable quand j'étais en référé à Créteil, le décret du 11 mars 2015, qui obligeait dans l'assignation d'indiquer les diligences amiables, eh bien, il y en avait zéro, pratiquement dans aucune assignation. Et d'ailleurs, un avocat, je le dis souvent, puisqu'il a fait un article dans la Gazette du Palais qui avait beaucoup d'humour, avait appelé ce décret le pétard mouillé. Pourquoi pétard mouillé? Parce qu'il n'y a pas de sanction. Mais en réalité, moi, à l'époque, j'en avais inventé une, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'article 127 qui disait que s'il n'y avait pas de diligence amiable dans l'assignation, le juge pouvait inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur. Et considérant que si on n'allait pas à mon invitation, c'est un défaut de diligence, eh bien, j'indiquais que j'allais radier l'affaire. Ben, je peux vous dire que là, on y est allé. Et ça a marché. Et c'est vrai que la grande réforme, ça a été 2019, l'injonction de rencontrer un médiateur de la réforme de la ministre Belloubet de 2019, c'est ce qui a permis de développer, en tout cas judiciaire, hein, la médiation et de manière très importante, mais pas encore de manière extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux parties? C'est dans un dossier ou après avoir discuté justement avec les avocats et les parties. Par exemple, quand on me dit, bah, j'ai déjà fait beaucoup de diligence amiable, par exemple en référé, quand on me disait, j'ai déjà rencontré un conciliateur de justice avant de venir vous voir, eh bien là, je ne délivrais pas d'injonction. Par contre, si à ce moment-là, les parties souhaitaient entrer en médiation ou en conciliation, là, je demandais aux avocats, quand ils étaient présents à l'audience, et puis que c'était les avocats qui connaissaient le dossier, je leur demandais, est-ce que à ce stade, vous voulez ou pas entrer en médiation ou conciliation? Par contre, s'ils me disaient non en disant, j'ai déjà proposé à l'autre partie d'aller devant un conciliateur ou un médiateur, là, je réfléchissais à 2 fois ou à 3 fois avant de délivrer une injonction. Mais il faut toujours la délivrer quand on détermine des critères d'éligibilité. D'abord, dans plein de cas, il n'y a aucune opposition des avocats ou des parties. Hein. Dans plein de cas où je propose, d'ailleurs, j'ai eu une audience un peu de gala, puisqu'à ma gauche, j'avais le directeur, à ma droite, j'avais le directeur des affaires civiles et du Sceau qui venait voir, et puis à ma gauche, la journaliste du Figaro. Premier dossier, 2 avocats qui demandent spontanément une injonction de rencontrer un médiateur. Et je ne les avais pas payés, hein, les avocats. C'était pas des figurants, c'était des vrais avocats dans un vrai dossier. Donc, pour dire que maintenant, je trouve qu'il y a d'ailleurs une grosse évolution des avocats, alors, je ne sais pas, les médiateurs, je vois qu'il y a beaucoup d'avocats maintenant qui ont complètement compris l'intérêt de l'injonction, hein, et qui sont tout à fait favorables à cette injonction. Parce qu'ils disent que qu'est-ce qui On vous a perdu, est essentiel, c'est le Fabrice. rôle du juge pris il n'y a pas longtemps. Bon, j'aime beaucoup parler avec les avocats. On en a plus. On m'a perdu? C'est Non, bon? ça y est, c'est bon. Oh, c'est C'est trop. bon. Oui, je disais que malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps de discuter avec les avocats compte tenu du nombre de dossiers qu'on a, mais à ma dernière audience de référé, justement, j'avais le temps pendant les vacations et j'ai parlé avec 2 avocats très intéressants pour leur demander ce qu'ils pensaient un petit peu de tout ça, de tout ce système. Et les deux m'ont dit,
très, si c'est moi qui propose la médiation ou la conciliation à mon client, eh bien, des fois, il ne le prend pas bien. Il considère que je ne veux pas défendre son dossier, que je suis de mèche avec l'autre partie. Par contre, si ça vient de vous, moi, j'y suis très favorable, mais je préfère que ça vienne de vous. Donc, ce système de l'injonction est un système qui, à mon sens, est très efficace. Évidemment, il doit être manié avec, après réflexion. C'est pour ça qu'il faut faire de plus en plus de réunions entre juges, avocats, médiateurs, conciliateurs, pour voir un peu dans chaque secteur, parce qu'en réalité, l'amiable, ce n'est pas pour tout le monde pareil, c'est du sur-mesure. L'amiable en propriété intellectuelle, ce n'est pas la même chose qu'en conflit collectif du travail ou qu'en copropriété. Il y a toujours des critères à déterminer. Et là, c'est par les gens qui connaissent vraiment, quoi, par tous les acteurs qui sont les mains dans le cambouis dans ce contentieux, qu'on peut déterminer, parce qu'effectivement, si on délivre des injonctions à tout va, moi, par exemple, j'avais délivré, quand j'étais en vente immobilière, pour les promesses unilatérales de bail pour l'indemnité d'immobilisation, quand le montant n'était pas très important, ça ne marchait jamais. Eh ben, j'ai arrêté. Par contre, quand le montant était très important, 300, eh ben là, ça marchait. Donc, en fait, il faudrait avoir un retour sur nos expérimentations. Et c'est ça qui nous manque énormément. C'est pour ça que les discussions entre nous, c'est très intéressant, mais il n'y en a pas assez. Il faudrait que ce soit un peu plus scientifique, qu'il y ait une vraie évaluation dans chaque secteur sur comment ça marche, quels sont les effets. Alors, moi, j'ai quand même des résultats dans le sens où j'homologue, où je désiste. Donc, quand on me dit que ça ne marche pas, bah si, ça marche, hein. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais bon, moi, je le vois dans mes résultats et je l'ai vu rien qu'à mon audience de référé. Je ne suis plus au référé, je suis au pôle obligation, mais cet été, j'ai pris une audience de vacation. Le nombre d'accords qu'il y avait suite à des rencontres avec conciliateurs et médiateurs, c'était impressionnant. Donc, je Fabrice, suis très favorable à cette amende. Quand est-ce qu'on la mettra? Est-ce que vous croyez, moi j'avais déjà inventé une sanction et qui était validée par la DACS. Donc je suis très content de ça. Donc ça a été validé, c'est dans le kit de la justice amiable du ministère de la Justice. Moi je disais déjà, si c'est le demandeur qui ne va pas à la réunion, je considère que c'est un défaut de diligence, radiation. Et ensuite, si c'est le défendeur, donc je ne vais pas radier, parce qu'il peut avoir intérêt à ce que je radie. Donc, alors, j'avais beaucoup travaillé le sujet, je ne privais pas de l'article 700, puisque c'était contrat légal. Mais j'indiquais que dans les critères de l'équité qui président à l'examen d'une demande du chef de l'article 700, je tiendrai compte dans cette équité de la venue ou pas à cette réunion. Mais en réalité, je ne l'ai pratiquement jamais appliqué. La plupart des gens allaient à cette réunion d'information et ça donnait d'excellents résultats, bien souvent, et dans des affaires d'ailleurs. Souvent, on dit que l'amiable, c'est que des affaires, le voisinage qui peut être très important. Non, non, j'en ai fait. Alors, évidemment, ça, je ne peux pas le dire puisque c'est confidentiel, mais j'en ai fait dans des énormes affaires à dimension mondiale. On en a fait dans des contentieux extrêmement importants à très haute intensité à la satisfaction de tout le monde. Donc, l'amiable, ça marche très bien dans tous les domaines, mais il faut quand même déterminer le moment, les critères, et il faut le faire par du pluridisciplinaire, par du dialogue entre nous. Et donc, le problème, ce sera une question de temps, une question de reconnaissance. Mais du coup, cette amende, pour moi, c'est une excellente chose. Et bravo au ministère de l'avoir fait. on n'a plus beaucoup de temps pour mes questions, mais les délais ont été changés pour les médiations judiciaires. On est passé de 3 mois renouvelables à 5 mois plus 3 mois. Quel est l'intérêt? Parce Oui, qu'à alors moi, là, c'est une des choses où je ne suis pas très content parce que fallait prévoir que le juge puisse accorder le délai nécessaire. Fallait pas redire. Par exemple, en copropriété, souvent, quand il y a nécessité d'une assemblée générale, bah, souvent, ça prend du temps. J'ai eu des dossiers, par exemple, justement, s'il y a une expertise amiable durant la mesure de médiation ou de conciliation, ça peut prendre du temps. Donc, à mon avis, il fallait prévoir. Bon, je suis content que ça ait été rallongé, mais à mon sens, c'est pas, il aurait mieux fallu de donner la possibilité pour le juge de fixer le délai suffisant. j'ai parlé de révolution tout à l'heure, est-ce que la révolution, c'est pas la création du juge d'appui pour les instructions conventionnelles? La Alors ça, c'est une demande que je faisais moi depuis longtemps, mais pas le seul, hein. Alors ça va pas assez loin, mais c'est très compliqué. Donc c'est une excellente chose puisque, alors, moi qui étais juge des référés pendant des années, c'était passionnant, certaines audiences,
ou je demande une expertise, protestation et réserve. Je demande ordonnance commune. Ah ben, on a oublié de mettre l'assureur dans la cause, on vient voir le juge. C'est des audiences absolument passionnantes où la plus-value du juge, je ne la voyais pas trop. Alors, donc là, on veut absolument développer l'expertise amiable, ce qui est une excellente chose puisque ça a beaucoup d'intérêt pour les parties. On choisit son expert, son technicien, le délai, c'est moins lourd qu'une expertise judiciaire, donc il peut y avoir beaucoup, on peut même, si on souhaite au cours d'une médiation que l'avis du technicien soit confidentiel, on peut l'avoir, ça peut avoir un intérêt dans certains aspects, donc c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que se passe-t-il s'il y a un incident au cours de cette mesure amiable et qu'on n'arrive pas de manière amiable à le résoudre? Donc, on a créé un juge d'appui, mais ce sera uniquement. Alors, j'ai lu le texte, c'est vrai que, bon, vu que c'est une conventionnelle, le recours au technicien, c'est dans Je le suis en, cadre d'une je suis convention. en train d'écouter une. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui. Donc, c'est une conventionnelle. Donc, ça peut concerner que les deux parties, parce que ce qui manque, à mon sens, c'est de pouvoir attraire de manière forcée, dans cette expertise conventionnelle, par exemple, son assureur. Souvent, les ordonnances communes qu'on a au tribunal qui nous abreuvent, et en réalité, souvent, où il n'y a pas de difficulté, ou en réalité, en face, on nous dit aussi PR, ou on ne vient même pas. Donc, ça manque, et également, euh, le problème de la prescription et de la forclusion. C'est-à-dire que si vous avez recours, alors si vous avez recours à une mesure, à un technicien de manière amiable au cours du procès, là, il n'y a pas de problème, puisque l'assignation donc, interrompra les délais de forclusion et suspendra les délais de forclusion et de prescription. Par contre, si vous êtes en amiable avant tout procès, alors, ça peut avoir valeur d'expertise judiciaire, hein, dès lors que c'est fait entre deux avocats. C'est-à-dire que même avant tout procès, ça n'a plus besoin de passer par un acte contresigné par avocat, simplement par, comment dire, par une convention entre avocats, vous pouvez désigner un technicien de manière amiable. Le problème, c'est que ça ne va pas interrompre les délais de prescription, ni suspendre ou interrompre les délais de forclusion. Donc, quand même, la majorité des expertises concernant les dossiers de construction. Donc, je trouve que mais bon, c'est compliqué à trouver un juge d'appui qui puisse faire cela dès lors qu'on dit que c'est une mesure conventionnelle. Il faudrait, j'en parle souvent avec la professeure Fricero, lui trouver, comment dire, comment dire, une nature, un régime un peu sui generis, mais c'est quand même une bonne chose de créer ce juge d'appui. Alors, qui sera le juge d'appui? Le juge d'appui, quand vous avez une instance en cours, donc bah, ce sera le juge qui a l'affaire. Par contre, vu qu'il peut y avoir un juge d'appui avant toute instance, le texte dit que c'est le président du tribunal qui pourra être saisi en PAF, hein, selon la procédure accélérée au fond. Alors, peut-être qu'il désignera le juge chargé du contrôle des expertises. Mais ce qu'il y a, c'est que pour saisir, comment saisit-on le juge d'appui? Si on le saisit par assignation, euh, est-ce qu'un expert va aller saisir un juge d'appui par assignation? Voilà. Bon, à mon avis, il y a du progrès, mais peut mieux faire, à mon sens. C'est-à-dire que je pense que c'est le début du juge d'appui, mais il va falloir réfléchir un peu plus pour, si on veut vraiment développer l'expertise conventionnelle, qui, à mon sens, est quelque chose d'absolument nécessaire. Ce qui veut dire que les parties peuvent désigner n'importe qui comme expert dans le cadre de cette convention, et quelqu'un qui n'est pas forcément expert de justice. Alors, dans le texte, il faut revoir les textes, mais à mon sens, il n'est pas marqué que c'est un expert. Mais d'ailleurs, comme tout juge, on peut désigner un expert qui n'est pas inscrit sur la liste. Mais je n'ai pas vu, effectivement, puisque c'est tout technicien en plus, ce n'est pas uniquement un expert. Hein, par cette convention, vous pouvez désigner aussi un consultant, un constatant. Donc, je n'ai pas vu, mais je me méfie hein, dans ce que je dis, puisqu'on en est au tout début. Je n'ai pas vu qu'il fallait que l'expert soit inscrit sur la liste de cour d'appel. Autre révolution, et ce sera ma dernière question avant les questions du public, l'abrogation de l'article 240. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, Plus, il faut bien. plus exactement, je comprends que la personne qui a été technicien pourrait être conciliateur ou médiateur dans le même dossier. Mais est-ce que pour nous, avocats, par exemple, c'est pas problématique d'avoir la même personne avec une double casquette?
Alors ça a été la grande surprise, puisque personne ne... alors, il y a énormément de colloques d'experts qui se font sur l'amiable, puisque en fait se développe énormément. Alors, je me rappelle, au référé expertise au début, quand on me demandait une expertise et que je proposais une médiation avant ou une conciliation, j'avais droit à des cris d'orfraie. Mais maintenant, c'est devenu, je vois, très courant puisque c'est très efficace. Bon, il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment. Mais ça, c'est vrai que à tous les colloques où j'ai assisté chez des experts médiation, je n'avais pas entendu cette revendication. Alors, c'est vrai que le rôle de l'expert peut être complètement considéré comme contradictoire avec celui du médiateur ou du conciliateur, puisque l'expert est là pour donner un avis technique, en fait, aider le juge à trouver la vérité judiciaire, entre guillemets, alors que le médiateur et le conciliateur travaillent sur les besoins, les intérêts. Il n'est pas là spécialement pour savoir qui a tort, qui a raison, pour connaître la vérité. Mais en réalité, souvent l'expert, il est compétent, impartial, neutre. C'est souvent lui le premier qui parfois va être confronté au parti. S'il agit avec empathie, par exemple, si vous avez un dossier où le problème n'est que technique, où il n'y a rien de passionnel, et que cet avis suffit à rapprocher les parties, c'est vrai que beaucoup d'experts donc considéraient que leur mission, même si elle est dans sa nature différente, pouvait avoir un côté euh, amiable. Bon, après, qu'on utilise la médiation et la conciliation dans l'expertise avant, après, pendant, à tous les stades, bon, c'est très bien. Par contre, que ce soit l'expert, et que l'expert, de toute façon, c'était possible. À la fin, déjà, c'est l'article, je ne sais plus combien, 280 et quelques, qui disait que l'expert, si les parties trouvaient un accord, il pouvait le constater, mais on ne pouvait pas lui donner, nous, en tant que juge judiciaire, de mission de concilier, ce que peut faire le tribunal administratif. Mais a priori, ça ne marche pas devant le tribunal administratif. Parce que le gros problème, donc que l'expert, à la fin d'une expertise ou au milieu, voit que les parties se rapprochent, je constate que les parties sont d'accord et on constate une conciliation, pourquoi pas. Par contre, se lancer dans un vrai processus de médiation par la même personne, c'est-à-dire celui qui fait l'expertise, et ça répond à un régime juridique qui est complètement différent que le régime d'un mode amiable. Je pense à la confidentialité d'un côté et au principe de la contradiction de l'autre. Alors là, il faut être schizophrène. C'est-à-dire, bon, je vais à une réunion, mais j'aurais tout oublié après quand je reprends ma casquette d'expert. Donc là, mais la circulaire qui a été prise, alors ce qui est très important souvent au ministère, on ne prend plus de circulaire quand il y a des décrets, mais là, dans tout ce qui est amiable, il y a eu des circulaires. Et la circulaire prévoit quand même le cas où le juge donnerait, désignerait l'expert comme médiateur. Mais en pratique, avec les régimes juridiques quand même distincts, notamment l'essentiel, c'est ça, la confidentialité et le principe du contradictoire, comment concilier les deux? J'avoue que je suis un peu perplexe. On a beaucoup de questions, on a une quinzaine de questions.